Alors, bonjour à tous, bonjour tout le monde. On est live sur Facebook, donc bienvenue à notre rendez-vous Facebook Live de Entre Africains. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet, je pense, super important qui touche énormément d'entrepreneurs et qui parle surtout à beaucoup d'entrepreneurs. On parlera de financement. Alors, pour ceux qui nous ont suivis ce mois-ci, notre thème de ce mois, c'était le consommer local. Et on s'est dit, après avoir une ou deux entrepreneurs, donc Locagri et Mon Chips, qui sont venus un peu parler de leur expérience en tant qu'entrepreneur local, ils nous ont parlé de leurs défis, mais aussi de leurs ambitions. On s'est dit que ce serait intéressant maintenant de pouvoir parler de financement. Alors aujourd'hui, on est accompagné donc Monsieur Serge Amissa, qui est notre expert et avec qui justement nous allons avoir cette discussion intéressante autour du financement. Donc Serge, je vais te laisser te présenter à ceux qui nous suivent. Alors bonjour tout le monde, je suis Serge Amissa. Je suis donc entrepreneur en série et consultant. Je suis également diplômé de l'École supérieure de commerce d'Abidjan et j'ai un MBA de Wharton School aux États-Unis. Donc je suis entrepreneur depuis 20 ans maintenant, ça passe tellement vite, depuis 99. Et j'ai fait beaucoup de choses, donc de la menuiserie à l'agriculture, à agence de com, enfin vraiment dans beaucoup de domaines, et en Côte d'Ivoire, et au Ghana, et un peu aux États-Unis. Donc voilà. Ok, super. Donc tu es un entrepreneur aguerri, tu es un entrepreneur qui a touché un peu à tout. Oui, oui, oui. C'est très bien parce que je pense que souvent quand on parle d'entrepreneuriat, on voit un homme avec cravate, veste dans les bureaux et tout, alors que toi tu es quand même quelqu'un qui allait vraiment, qui a touché un peu à tout, qui allait vraiment, on va dire, sur terre là. Et, Oui, ça a été mon choix, mais je pense que voilà, on a différents types d'entrepreneurs. Hein, voilà. C'est ça, on a différents types d'entrepreneurs, effectivement. En tout cas, merci beaucoup à toi de nous donner ce temps précieux. On sait que tu es un homme très occupé, donc merci infiniment. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, donc on va parler aujourd'hui de financement. Donc, je vais dire un petit bonjour à Ange Aka de l'Esprit Saint qui nous suit à chaque fois. Merci en tout cas d'être présent. Et si tu as des questions, n'hésite pas vraiment à les poser. Donc, Serge, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord te demander le Covid. Comment est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que consultant indépendant, comment le Covid t'a affecté? Ben, écoute, un peu comme tout le monde, hein, donc déjà en termes d'état d'esprit, parce que c'est une nouvelle maladie inconnue, donc forcément ça suscite de la peur. Ensuite, en termes de frein, donc à l'exercice de mon activité, pas de voyage. Par exemple, j'étais au Ghana et j'ai dû rentrer in extremis avant la fermeture des frontières. Depuis lors, j'ai pas pu m'y rendre. Donc voilà. Et puis également au niveau des clients. Donc les clients qui ont eu des pertes d'activité, donc forcément ça se rejaillit sur nous parce que quand le client va mal, ben il n'achète pas et puis voilà. Donc voilà, je n'échappe pas, on va dire, même si je suis un entrepreneur, je n'échappe pas aux conséquences que tout un chacun subit en Côte d'Ivoire et dans le monde avec la Covid. C'est ça, effectivement. Et puis, depuis en tout cas que nous, on a commencé nos Facebook Live, qu'on a fait intervenir des entrepreneurs, on se rend compte que vraiment la Covid a affecté vraiment de plein fouet, malheureusement, nos jeunes entrepreneurs, nos startups, nos petites PME, et que vraiment, pour certains, ils n'ont pas eu le choix que de se réinventer. Et je pense que pour d'autres, ils sont toujours en train d'essayer de chercher à vraiment sortir la tête de l'eau parce que bon, ben, c'est pas évident. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, on va parler d'argent, Serge. Ouais. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, l'argent, le financement. Alors, on entend souvent qu'ici, pour nous qui sommes basés en Côte d'Ivoire, mais on a aussi des personnes qui nous regardent ailleurs. Donc, on dit souvent en fait que le financement, c'est vraiment un combat.
qu'avoir du financement dans nos pays africains, c'est pas facile, on ne donne pas facilement aux entrepreneurs, surtout aux PME, alors qu'on s'entend que ces PME ont justement besoin de cet argent-là à injecter dans leur entreprise pour même commencer, pour débuter, pour voilà, pour les aider. Donc, ma première question pour toi, c'est quels sont les différents types en fait de financement que les banques ont pour justement nos entrepreneurs? Alors, déjà, je veux relativiser, hein. Donc, effectivement, le financement, c'est un combat. Oui. Mais on va dire que il n'y a aucun secteur dans la vie de l'entrepreneur qui n'en est pas un. Parce que entrepreneur, ça veut dire création d'entreprise, création d'idées, donc lancement de nouveaux projets. Donc, tout est combat. Donc, pour moi, ce n'est qu'un combat parmi tant d'autres. Ensuite, effectivement, il est difficile en Afrique d'obtenir des financements et encore plus dans les pays francophones comme le nôtre. Donc ça, également, je tenais quand même à le souligner pour les entrepreneurs. Maintenant, quels sont, ta question c'était quels sont les types de financement? Voilà, quels sont les types de financement, c'est ça. Tout à fait. Alors, en tant qu'entrepreneur, on va dire qu'on a grosso modo 4 types de financement auxquels on a accès. D'accord. On a d'abord donc notre propre épargne, donc notre argent, donc nos fonds propres, donc nous, la famille. Il y a également ce qu'on appelle donc le terme est anglophone, donc les angels, donc en fait des gens que l'on connaît, qui sont prêts à aider bénévolement. Il y a enfin le capital risque, le capital investissement, où ce sont des financiers donc, qui acceptent de participer dans la création d'entreprises. Et enfin, on a donc le secteur traditionnel, les banques. Et chacun de ces types de financement, de ces sources de financement vient avec un type de financement. Donc, les fonds propres, c'est notre argent. Donc, à la limite, je peux appeler ça comme je peux considérer que c'est un don que l'on fait à l'entreprise, donc qui va aller au capital de l'entreprise. Les angels, on en a de deux types. On en a qui sont prêts à faire des dons, donc ils vont aller dans le capital de l'entreprise. Et il y en a d'autres qui estiment que ce sont des prêts, donc voilà, qui doivent être remboursés quand l'entreprise ira mieux. Et le capital risque, là également, on assiste un peu à tous les types de financement. Donc, il y a de la dette, il y a la participation en capital, il y a un mélange des deux. Mais le principe, c'est que le capital risque est rémunéré. Donc, puisqu'il intervient très tôt, ou en tout cas, au niveau du financement d'entreprise, ou en tout cas, il finance des activités ou des actifs que les autres refusent de financer. Donc, il prend plus de risques. Et forcément, donc, sa rémunération est plus importante. Et enfin, il y a donc les banques que l'on connaît, donc les banques classiques, qui elles vont intervenir, voilà, donc quand vous les sollicitez, elles ont des critères qu'il faut connaître, et puis c'est de la dette uniquement, donc qui est remboursée selon des termes convenus d'avance. Voilà. Alors, est-ce que ces différents types de financement, on les retrouve un peu partout dans les différents pays africains, ou alors il y en a qui sont spécifiques à certains pays? Est-ce qu'il y a une différence aussi entre les pays francophones et les pays anglophones? Oui, alors je vais commencer peut-être par ta deuxième question. Il y a une différence fondamentale. Déjà, ces 4 types de financement, par définition, se retrouvent partout. Par contre, il faut reconnaître que en Côte d'Ivoire, donc dans les pays francophones et particulièrement en Côte d'Ivoire, les angels ou le capital investissement est quand même récent. Donc, ça remonte à, allez, en gros, une quinzaine d'années. Avant ça, il n'y en avait pratiquement pas. C'est plus commun dans les pays anglophones. C'est normal, c'est quand même de tradition anglo-saxonne. Donc voilà, donc c'est plus commun à la fois pour les initiateurs de capital investissement, mais également pour les entrepreneurs de faire affaire avec du capital investissement ou de faire affaire avec des angels. Par exemple, en Côte d'Ivoire, où le capital investissement est quand même récent, on observe que certains entrepreneurs ne comprennent pas fondamentalement la différence qui existe entre le capital investissement et la banque. Et donc, ils ont tendance à traiter le capital investissement comme le banquier et c'est source de beaucoup de problèmes. D'accord, ok. Et donc, ces types d'investissements-là dont tu parles, est-ce que les entrepreneurs qui débutent ou alors ceux qui ont déjà 3-4 ans d'exercice dans leur entreprise, est-ce que ces différents types de financement-là
est-ce qu'ils peuvent justement aller vers ces différents types de financement, ou alors il y en a qui sont faits juste pour ceux qui commencent, il y en a qui sont faits juste pour ceux qui ont 10 ans d'exercice. Comment ça se passe? Alors, le principe, c'est que tous les types de financement sont accessibles, quelle que soit l'étape de développement de l'entreprise. Ça, c'est le principe. Mais dans les faits, c'est pas le cas. Donc, quand on regarde, peut-être que j'ai commencé par là, les différentes étapes de développement d'une entreprise, donc, ce sont lesquelles? La première étape consiste donc à l'élaboration, on va dire, de l'idée. Il faut donc faire des études préalables, il faut se déplacer. Donc, en règle générale, c'est ce qu'on appelle le préamorçage. Oui. Ensuite, il y a l'amorçage, donc où là, on va tester le concept. Donc, on va à petite échelle. On va faire une vente, 2 ventes, 3 ventes, s'assurer que ça marche, ça plaît. Et on accède à la troisième phase, qui est là où on commence justement à mettre en œuvre à construire en fait l'entreprise. Donc, à mettre tous les outils de production, les capacités de vente. Voilà, donc c'est vraiment le décollage. Et puis enfin, il y a donc la croissance, où là, on a des ventes déjà établies donc sur un produit ou sur un secteur. On essaye donc de démultiplier les ventes, démultiplier les secteurs, démultiplier les produits. Et pour finir, il y a une étape qui peut survenir à n'importe quel moment, qui est l'étape de crise, où l'entreprise est en crise et il faut pouvoir la réinventer. Donc, comme on le vit aujourd'hui avec la Covid. Donc voilà, grosso modo, les étapes de développement de l'entreprise. Donc, pour tout ce qui est amorçage, pré-amorçage, jusqu'à la mise en place des outils de production, vous verrez rarement les banques présentes. Parce qu'elles n'ont pas de visibilité sur ce que l'entreprise est. Elles ont juste le business plan qui est là et qui dit que ça va être un super projet, mais elles n'ont pas la preuve que c'est un projet, que le projet fonctionne. Donc, pour elles, en général, quand vous partez voir les banques à ces étapes-là, elles vous disent oui, c'est beau ce que vous avez, mais ce n'est qu'un projet, c'est pas encore une entreprise. Et donc, pour ces étapes, en règle générale, il faut plutôt faire appel donc aux angels ou alors au capital investissement. Ou, comme je l'ai dit, ce sont des sources de financement qui sont prêtes à prendre un peu plus de risques que les autres parce qu'elles croient en une opportunité, elles croient en un projet. Donc, elles peuvent prendre des risques pour amener ce projet-là à la phase de vie, à la phase de viabilité, qu'on s'assure que ça marche, qu'il y a des clients. Et donc, une fois qu'il y a une base client, l'entreprise est construite, même si elle n'est pas totalement construite, en tout cas, l'essentiel de l'entreprise est présente, on peut à ce moment se tourner vers les banques pour faire du développement, pour faire de la croissance et en cas de crise également revenir vers les banques parce qu'elles ont quand même des précédents qui existent, elles ont pu voir donc l'entreprise évoluer pendant un certain temps. Donc voilà, donc si je dois mettre un horizon de temps par rapport à ça, je dirais, bon, et encore c'est difficile parce qu'il y a des entreprises qui décollent tout de suite, en un an elles ont décollé, il y a des entreprises elles ont décollé, c'est ça, exactement. Voilà, il y a des entreprises au bout de 10 ans qui n'ont pas encore décollé, donc c'est toujours difficile de mettre un horizon de temps, mais on va dire que les banques, on peut valablement commencer à leur parler à partir de la 3e, 4e année. Ok, je pense que ça c'est super important ce que tu viens de dire, Serge, parce que quand on reçoit certains de nos entrepreneurs, déjà à la base, ils veulent aller vers les banques. Et je pense que c'est parce que malheureusement ils ne savent pas, comme tu l'as dit, que les banques en fait ne sont pas prêtes à investir ou à leur donner à leur faire confiance parce que leur entreprise en fait soit elle n'existe pas, soit elle a très peu d'années d'existence. Et ces très peu d'années d'existence-là ne font pas de ces entreprises-là des entreprises assez solides peut-être dont les banques en fait peuvent faire confiance. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important parce que souvent on entend les banques elles prêtent pas, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, moi je veux pas aller voir les banques. Voilà. Et je pense qu'il y a comme un manque de peut-être de formation ou alors de connaissance un peu de ce milieu-là. Que certains entrepreneurs malheureusement n'ont pas et qui vont écouter plutôt ce qui se dit un peu partout sans vraiment prendre le temps de faire eux-mêmes, d'apprendre en fait ou alors d'aller demander conseil et de se rendre compte que ils peuvent approcher les banques seulement après quelques années d'existence. Donc je pense vraiment que c'est un point qui est important. Oui, je te laisse. Non, alors oui, ce que je voulais dire c'est que c'est vrai que la conversation avec la banque, elle est difficile. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, elle est difficile. Même pour quelqu'un comme moi qui comprend le langage de la banque, c'est difficile. Je veux dire, on n'est jamais à l'abri de difficultés
simplement parce que on n'a pas les mêmes vitesses, j'allais dire, de réaction, ambition que l'entrepreneur. Il a besoin d'argent et l'argent n'est qu'un outil pour lui permettre donc de développer son produit, son service et de toucher ses clients. Donc, il a besoin d'aller très vite. Mais la banque, justement, a besoin d'aller très lentement parce qu'elle doit s'assurer qu'un certain nombre de risques sont couverts. Donc, quand on parlait, je parlais tout à l'heure de les gens sont réticents et tout, ils écoutent. Oui, c'est vrai, mais moi, je vais vous donner un tout petit exemple. Quand on était avec la menuiserie en 99, à un moment donné, donc cette menuiserie, en fait, c'est une vieille menuiserie que l'on rachète, une menuiserie qui est pratiquement en faillite que l'on rachète. Bon, l'histoire est assez cocasse, je vais peut-être pas la raconter ici, mais on la rachète pour le franc symbolique avec 200 millions de dettes. Donc, il faut se rappeler qu'en 99, moi, j'ai 26 ans, et donc je me retrouve voilà, avec une entreprise qui a 200 millions de dettes, qui est énorme. Wow. Et voilà, donc 200 millions de dettes, il faut faire tourner, mais c'était une opportunité. Moi, j'ai regardé l'opportunité, j'ai dit oui, c'est une entreprise qui est certes en difficulté, en faillite, mais elle a du potentiel. Et donc, quand on a commencé à travailler pour la remettre en état, on s'est rendu compte qu'il nous fallait du matériel roulant, donc des voitures. Et à l'époque, il y avait en Côte d'Ivoire ce qu'on appelait donc Safka Sapaï, qui faisait en fait de la location-vente de voitures. Et c'était l'époque, on n'en faisait pas. Et donc, on a introduit le dossier pour acheter 3 voitures. Donc, les analystes analysent le dossier et ça nous revient négatif. Non, c'est pas bon parce que l'entreprise est en faillite, vous n'avez pas de garantie, vous êtes nouveau dans le secteur, même si l'entreprise, elle est vieille, vous, on ne vous connaît pas. Bon, enfin, tout ce qui était négatif. Mais on ne s'est pas découragé. On a demandé à rencontrer le directeur général. Donc, le feu Jack Jawar. C'est un exemple que je cite souvent parce que ça fait toute une différence après dans ma vie. Donc, cette histoire. Et donc, Jack Jawar, on demande un rendez-vous. Ça prend du temps, finalement. Il nous accorde en tout le rendez-vous. Donc, on part. Je vous dis, j'ai 26 ans, donc je suis vraiment tout intimidé. Et donc, Jack Jawar, à l'époque, c'est le président du patronat. Donc, on rentre dans son bureau. Là, pendant 15 minutes, il a la tête baissée sur les dossiers, il ne nous regarde pas. Et puis, tout d'un coup, il lève, il me dit, oui, mais voilà, oui, vous, on vous a refusé le dossier, vous voulez me voir pourquoi. Et là, je commence, je lui explique pourquoi c'est vital pour nous d'avoir ce véhicule. Et qu'en fait, il faut qu'on sorte donc du cercle vicieux où on ne peut pas avoir de crédit parce qu'on n'a pas de garantie, parce qu'on est jeune. Voilà. Et donc, à un moment, voilà, il faut qu'on sorte. Et que donc, moi, je viens pour prendre un engagement personnel avec lui et voir de quelle façon je comprends donc ses problèmes et de quelle façon lui, il peut m'aider et comprendre mes problèmes. Et donc, on a cette conversation pendant une trentaine de minutes et puis finalement, il me dit, écoute, tu sais, j'apprécie beaucoup ton audace. Alors, ce qu'on va faire, on ne va pas te donner 3 voitures, on va te donner une voiture. Et tu vas faire des versements hebdomadaires chaque semaine. Et si les choses se passent bien, tu reviens me voir et puis on va te donner la deuxième voiture. Et en principe, c'est un paiement sur 3 ans. On a fini de régler la voiture, je crois, au bout de 18 mois, 20 mois. Et quand on a fait, j'ai demandé un deuxième rendez-vous. Je suis allé le voir et il m'a dit franchement, voilà, j'ai pas eu tort de te faire confiance, de vous faire confiance. Voilà. Et moi, je lui disais, c'est ça qui nous manque, malheureusement, ici. On ne nous fait pas confiance parce qu'on est jeunes. Voilà. Et pour ça, donc, on a gardé notre amitié en train de respect mutuel jusqu'à ce qu'il, malheureusement, il soit rappelé à Dieu. Donc, voilà. Donc, oui, c'est difficile, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde. Moi, des histoires comme ça, j'en ai quelques-unes où, voilà, chaque fois je suis allé, j'ai forcé. Voilà, il faut forcer les choses. Hein, c'est ça l'entrepreneur. Il faut forcer pour arriver à convaincre, pour arriver à vendre l'idée. Tout à fait. Alors, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, donc on parle d'un sujet qui est super important. On parle du financement. Donc, on a vraiment l'opportunité d'avoir avec nous Monsieur Serge Anissa, qui est un expert, je peux dire. Bon, ou alors Serge. Ouais, en tout cas. Oui, j'ai 2 casquettes, donc oui, j'ai la casquette d'expert, puis voilà, je suis entrepreneur, voilà. Voilà, et c'est un entrepreneur en série, donc il a effectivement cette casquette-là d'entrepreneur, donc il a les deux côtés un peu il a les deux côtés, banque et puis entrepreneur, et il est en même temps consultant indépendant. Et donc, on parlait justement des différents types de financement et à quel type de financement, en fait, est bon pour, comment on va dire, l'évolution, en fait, d'une entreprise. Alors, on a la question ici de Ange Aka de l'Esprit Saint qui demande pour une start-up en phase d'idéation, quelles sont les démarches pour avoir un financement bancaire? Mais déjà, Ange, bon, je vais répondre partiellement. De ce que j'ai compris, Ange, lorsque tu es en phase d'idéation, tu ne peux pas aller voir les banques. C'est bien ça. Ouais, ça va être très difficile. Voilà, c'est pas en fait le bon type de financement pour toi. Donc, après, je te laisse continuer.
Non, oui, tout à fait. Parce que quand tu vas voir une banque, alors la banque, elle te prête de l'argent et elle attend que tu lui donc rembourses l'argent selon certaines périodes convenues. Mhm. Et ce qu'elle a besoin de voir tout de suite, c'est le flux de revenus. Donc, quand est-ce que tu vas générer suffisamment de revenus pour pouvoir la rembourser? Donc, Mhm. si tu es en phase de démarrage, de création, mais tu n'as pas de revenus, tu n'as rien en réalité. Tu as Exactement. peut-être, dans le meilleur des cas, tu as une intention de revenus, mais il n'y a encore rien. Et donc, pour Mhm. la banque, c'est beaucoup trop de risques, en fait. Donc, Mhm. mais comme les banques ne disent jamais non, alors vous allez commencer la discussion et vous allez tourner en rond. Et voilà, et au bout de 3, 4 mois, tu comprendras par toi-même que c'est pas la meilleure solution. Mais pourquoi les banques ne disent jamais non? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que dès le Ben, départ, elles te disent pas que c'est pas possible et elles te font attendre ou tourner? C'est une perte de temps pour chacun de, non? Des deux parties? Non? ah oui, c'est clair, mais je crois que c'est très culturel. Moi, j'ai D'accord. vu au Ghana, par exemple, où j'ai une ferme de poissons, où donc je travaille beaucoup avec les banques. Mhm. Mhm. C'est très clair. Dès le début, c'est oui ou c'est non. C'est oui, peut-être, non. Voilà, c'est clair, c'est net. Donc, on D'accord. gagne du temps. Et en règle générale, D'accord. quand la banque ne peut pas, elle t'oriente vers des sources de financement qui correspondent à ton besoin. Mais ici, euh, Ah, je pense qu'on a un problème d'internet. je pense Donc, que c'est peut-être culturel. alors Serge, si tu m'entends, ça coupe un peu. Je crois qu'on a un petit problème au On niveau dit de la jamais connexion Internet. On non a tout eu de un suite. petit problème au niveau de la connexion Internet, Serge. Euh, parce qu'on sait, Alors, on va essayer de voir si on peut retrouver Serge. On a un petit problème au niveau de la connexion Internet. Bon, malheureusement, c'est les lives et puis ça arrive. Alors, Ange Jacquard, rapidement, pour revenir un peu sur ce qu'il disait, et puis pour tous ceux qui nous rejoignent, donc on parle de financement. Je pense que c'est un sujet qui est très important pour les entrepreneurs, pour ceux qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat. Donc, ce que Serge nous disait rapidement, c'était vraiment que pour répondre aussi à la question de Ange Aka de l'Esprit Saint, c'était que une start-up en phase d'idéation, c'est pas à cette étape-là en fait que tu dois aller voir les banques. Parce que les banques en fait ont besoin d'avoir une certaine garantie. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent en fait compter sur toi vraiment pour pouvoir rembourser le prêt. Et si tu n'as pas encore commencé à être en exercice, ben, ça va être très difficile pour eux justement de te faire confiance. Donc il va falloir que tu ailles chercher ce financement-là ailleurs. Donc, tu as ce qu'on appelle, il en parlait tout à l'heure, les business angels. Alors, les business angels, c'est en fait en général un groupe d'investisseurs, donc d'entrepreneurs eux-mêmes. Pour certains, ils sont entrepreneurs. Je sais qu'en Amérique du Nord, c'est des entrepreneurs qui ont réussi et qui veulent eux aussi faire bénéficier d'autres startups. Donc, tu as des business angels. Je crois qu'ici en Côte d'Ivoire, si tu es ici en Côte d'Ivoire en tout cas, ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore cette culture-là d'avoir des business angels, mais je pense que ça va arriver. Pour ceux qui sont dans des pays francophones, oui, il y a déjà cette culture de business angels là. Donc, ça peut être le type de financement vers lequel tu peux te tourner plutôt que d'aller vers les banques. Et comme il disait, les banques s'intéressent plus à des entreprises qui ont beaucoup plus d'années d'expérience, donc 3, 4 ou peut-être même encore un peu plus d'années d'expérience. Alors, en phase de démarrage, c'est la même chose en Jacques de l'Esprit. Que ce soit en phase d'idéation, que ce soit en phase de démarrage, c'est la même chose. Ce dont ils ont besoin de voir, c'est que tu es quand même un entrepreneur qui est solide et donc tu as besoin de faire des preuves. Tu as besoin d'avoir quelques années d'expérience derrière toi en tant qu'entrepreneur et de prouver que ton entreprise est en mesure de rembourser les dettes qui vont t'octroyer. C'est un peu ça. Je crois que Serge essaie de se reconnecter. Alors, pour ceux qui sont là, s'il vous plaît, partagez ce live-là
faites en sorte que d'autres entrepreneurs puissent bénéficier vraiment de l'expertise de Serge. Donc Serge, c'est un entrepreneur en série qui a commencé très tôt dans l'entrepreneuriat, mais c'est aussi quelqu'un qui a de l'expertise au niveau des banques et qui a travaillé pendant plusieurs années justement dans ce système-là et même avec les banques. Donc il est là vraiment pour vraiment nous éclairer concernant tout ce qui est autour, toutes les questions autour du financement. Je pense qu'il est là. Serge, on t'a retrouvé. Est-ce que tu m'entends, Serge? Oui, je t'entends. Je ne sais pas si toi, tu m'entends. Oui, je t'entends. Parfait. Alors, Serge, j'ai essayé vraiment du mieux que je pouvais de tenir en haleine tous ceux qui nous suivent. J'espère en tout cas avoir répondu de façon un peu précise à la question de Anjaka de l'Esprit Saint. Donc, on va continuer. Serge, est-ce que tu es là? Ok, alors je pense qu'on a un problème d'internet du côté de Serge, malheureusement. Je vais essayer de voir si... Oui, donc malheureusement, on a un problème au niveau d'internet. Donc on va essayer d'attendre pour voir si Serge peut se reconnecter. Voilà. On va essayer de voir et attendre un peu si Serge peut se reconnecter. Donc, pour ceux donc qui nous rejoignent, Andrea, merci beaucoup. Pour ceux qui nous rejoignent justement, donc on parle de financement. On a parlé de différents types de financement. On a parlé aussi des différentes phases durant lesquelles en fait un entrepreneur peut demander du financement. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est difficile d'avoir du financement quand on est en phase de démarrage. Il y a d'autres types de financement auxquels vous pouvez essayer, vous pouvez donc essayer de prendre des renseignements. Donc, on a parlé de Business Angels, mais il y a aussi d'autres types de financement. Et je pense que pour chacun des entrepreneurs, c'est important d'avoir justement cette notion-là et d'aller demander. Parce que très souvent, entre Africains, en tout cas, avec les entrepreneurs qu'on a, ils posent beaucoup de questions au niveau du financement. Pour beaucoup d'entre eux, un peu comme Ange, qui demandent est-ce que en phase de démarrage, je peux aller voir les banques? Eh bien, c'est non. Donc, nous, on vous dit non. Ici, on a un expert qui vous a dit non. Donc, ne perdez pas votre temps. Et comme Serge le dit, ben, la banque, en général, va essayer de vous faire tourner autour avant de vous donner donc une réponse, avant que vous-même vous puissiez comprendre, en fait, ben, votre réponse, que la réponse est négative. Donc, voilà. Serge, tu es de retour? Ouais, je suis de retour. Ok, super, d'accord. Donc, on va donc enchaîner avec... moi, ce que j'aimerais savoir, Serge, c'est un peu la vision des banques. Comment est-ce que les banques fonctionnent? Parce que beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas, se tournent seulement vers les banques parce que je pense que les autres types de financement, en fait, ils savent même pas que ça existe. Tu vois. Donc, ils vont se retourner forcément vers les banques. Et pour beaucoup d'entre eux, ils ne comprennent pas comment les banques fonctionnent, en fait. Ils vont aller avec leur dossier tout prêt en se disant qu'ils ont vraiment tous les éléments pour pouvoir arracher ce financement-là. Et puis même, moi, j'ai entendu des témoignages, Serge, de certains entrepreneurs qui existent depuis 6 ans. Ça, c'était vraiment une dame qui existait, son entreprise existait depuis 6 ans et qui a dit qu'elle allait aller voir les banques pour demander du financement et on lui a pas donné. Donc, comment est-ce que les banques, en fait, voient ça? Comment est-ce que, versus l'entrepreneur qui, lui, pense qu'il est prêt, il a tout en main pour justement aller prendre ce financement-là? Alors, il y a une grosse différence de vision, en fait, et c'est bien que tu le soulignes. Parce que l'entrepreneur, il regarde toujours l'opportunité. Donc, par exemple, je vends des cacahuètes, je vois une école, je me dis, bon, si je mets de là, les enfants vont acheter des cacahuètes. Ça, c'est clair, ça va marcher. Mais la banque, elle regarde les risques. Parce qu'elle dit, moi, c'est pas mon argent, en réalité. L'argent que la banque prête n'est pas elle, c'est l'argent des investisseurs. Donc, je prête de l'argent, il faut que je m'assure que cet argent me reviendra avec les intérêts. Donc, la banque regarde un certain nombre de risques. Quand vous lui soumettez un dossier, donc il y a, pour commencer,
les risques financiers, donc ce qu'on appelle les équilibres financiers. Est-ce que l'entreprise financièrement est viable aujourd'hui? Est-ce que si je lui donne cet argent, elle sera viable aujourd'hui? Donc viable, ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle est trop endettée ou pas? Est-ce que, par exemple, elle a emprunté de l'argent qu'elle doit rembourser l'année prochaine pour financer, par exemple, une usine qui, elle, va être rentabilisée au bout de 10 ans. Donc voilà, il y a un certain nombre de ratios financiers que l'on regarde. Donc c'est d'abord les risques financiers. Est-ce que l'entreprise est prête à accueillir de l'argent? Premier élément. Deuxième élément qu'elle va regarder, c'est tous les risques liés au marché, donc au marché de l'entreprise, donc liés aux revenus. Est-ce que cette entreprise, si je lui prête de l'argent, sur le produit ou le service qu'elle rend, est-ce que ce produit-là aura un marché? Est-ce que les gens sont prêts à acheter ce produit ou à acheter ce service? Donc, on va regarder la compétition. Déjà, est-ce que le produit est demandé? C'est quoi la compétition? Est-ce que l'entreprise a des clients déjà qui ont manifesté une intention ou bien un bon de commande? Enfin, voilà. Donc, on regarde, est-ce que commercialement, le produit de l'entreprise a un marché? Et donc, est-ce que l'entreprise est capable de se faire une place? Donc, de générer des revenus. Des revenus. Ensuite, ce que l'entreprise va regarder, c'est ce qu'on appelle le risque opérationnel. Donc, troisième type de risque, le risque opérationnel. Donc, est-ce que cette entreprise, si je lui donne de l'argent, elle est capable donc de faire le produit ou le service à la fréquence demandée par les clients, selon la qualité du client, la quantité du client, conforme aux desiderata du client. Donc, est-ce que cette entreprise a l'expertise? Et donc ça va inclure plusieurs éléments comme l'expérience donc des dirigeants. Est-ce que l'entreprise a déjà fait des produits similaires? Est-ce que il y a un savoir-faire particulier au sein de l'entreprise? Est-ce que les matières premières pour faire ce produit sont disponibles? Voilà, il y a énormément de paramètres que l'entreprise va regarder. Donc, pour s'assurer que le risque opérationnel est le plus bas. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est un peu une petite histoire. Donc, c'est se dire, si je lui prête, elle demande 100 francs. Si je lui prête les 100 francs, est-ce qu'elle pourra donc faire le produit qu'elle dit qu'elle va faire? Et est-ce qu'elle trouvera le marché pour que ces 100 francs-là soient vendus à 120 francs et que le client donc paye les 120 francs pour pouvoir me rembourser? Donc, il y a ce qui vient tout après, c'est ce qu'on appelle le risque sur la capacité à rembourser. Donc, est-ce que le client est solvable? Est-ce que même si le client est solvable, donc est-ce qu'il paye? Est-ce qu'effectivement cet entrepreneur va prendre l'argent pour me rembourser? Ou bien il va prendre cet argent pour faire autre chose? Et donc, c'est là où les banques viennent avec un certain nombre de garanties qu'elles demandent et tout ça. Et bon, il y a d'autres risques, hein, comme après le risque politique et tout, mais tant que la banque est dans un pays et qu'elle prête sur une activité qui est politiquement insensible, si on dit ça, on peut appeler ça comme ça, il n'y a pas de risque particulier. Mais si elle prête sur un domaine qui est politiquement sensible, elle va regarder effectivement les risques politiques. Alors, politiquement sensible, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple une entreprise à qui l'État fait une concession de quelque chose de particulier. Vous voyez, quand on fait l'immatriculation des voitures, par exemple, c'est une seule entreprise en Côte d'Ivoire qui fait l'immatriculation des voitures. Et une concession de l'État. Si par exemple on observe qu'il y a des débats politiques qui tendent à remettre en cause cette concession, la banque va se garder de prêter en disant mais si je prête et puis la concession est remise en cause, ben demain c'est pas sûr qu'elle puisse me rembourser. Donc voilà, c'est un peu ça ce qu'on appelle un peu les risques politiques. Donc voilà, donc c'est un certain nombre de risques que la banque regarde et qui ne sont pas forcément sur le radar de l'entrepreneur. Parce que sur le radar de l'entrepreneur, c'est le client, c'est son produit, il sait qu'il est capable de le faire, il sent qu'il y a quelque chose, mais il ne regarde pas forcément ce que regarde la banque. Et je crois que c'est peut-être la source de quiproquos auquel on peut assister. Effectivement, voilà. Effectivement. Je pense effectivement hein, que quand tu me parles, en fait, ça résonne beaucoup en moi parce que effectivement, pour certains entrepreneurs, ils viennent et ils nous disent mais moi, j'ai le bon produit, je sais que j'ai le bon produit, je sais ou bien que j'ai les bons outils et que mon produit va vendre et je vends d'ailleurs mon produit, voilà la preuve et tout, mais ils ne connaissent pas les autres critères en fait que la banque en fait demande ou que la banque étudie. Mais comment est-ce qu'on peut faire justement pour essayer de faire savoir ça? Je pense que ici c'est un manque de communication tout simplement, Serge, parce que je sais pas. Oui, non mais c'est clair, il y a un manque de communication, mais au-delà. Alors, vous savez, les banques, elles aiment le moins de risques possible. Donc, par exemple,
je parlais des cacahuètes tout à l'heure, je vends mes cacahuètes. Ouais. Si je dis, oui, voilà, je suis allé devant cette école, aujourd'hui j'ai vendu 10 paquets, demain 30 paquets et tout. Alors, aux yeux de la banque, c'est aléatoire. Tu n'as pas de contrat, c'est aléatoire. Toi, tu sais que tu vas vendre forcément 10 paquets par jour, mais comment est-ce que tu démontres ça? Et donc, oui, même si je sais que la banque a besoin d'être assurée là-dessus, je ne sais pas comment démontrer ça. Donc, la banque, elle sera toujours cliente d'entreprises avec des contrats fermes. Et en plus, avec, donc, les contrats doivent émaner d'entreprises qui elles-mêmes sont connues. Donc, par exemple, si je prends toujours mon cas d'école, si je dis que c'est l'école, c'est par exemple le lycée français, et que j'ai un contrat du lycée français, donc le lycée français paye directement, j'ai un contrat du lycée français, la banque va dire oui, là tout de suite ça va. Tu as un contrat du lycée français qui prouve que chaque jour elle te prend 10 paquets de cacahuètes, qu'elle est prête à payer, je suis content. Et si tu me dis que c'est les élèves qui payent, moi comment est-ce que je sais que chaque jour tu vendras 10 paquets? Donc voilà, donc après, et ça peut-être, bon, je dis, c'est la passion de l'entrepreneur, c'est ce nombre de choses qu'il réussit à communiquer, à faire passer à la banque pour la rassurer, mais c'est pas évident. Honnêtement, bon nombre de projets de financement ont capoté sur des choses comme ça, sur l'incapacité que l'entrepreneur avait à convaincre la banque. Parce que la banque, c'est sur dossier, hein, c'est sur papier, c'est pas le feeling, ça n'a rien de personnel, mais bon, il faut comprendre, ce sont eux-mêmes des personnes qui sont engagées donc auprès d'autres personnes et qui gèrent donc l'argent d'autres personnes. Donc c'est normal que quelque part il y ait un certain nombre de documents pour les rassurer. Et je crois que la dextérité de l'entrepreneur, c'est réussir à faire ça. Donc moi j'ai rencontré des entrepreneurs qui ont été obligés, par exemple, d'accepter des marchés d'entreprises pas forcément rentables, donc des entreprises qui étaient prêtes à acheter leurs produits pas forcément au meilleur prix, mais simplement pour avoir des contrats, j'allais dire, avec des entreprises solides, en griffe, et pouvoir monter un dossier de financement en présentant ces entreprises. Même si par derrière, le gros du business se faisait avec donc des individus qui n'étaient pas capables donc de rassurer la banque. Donc voilà. Donc après, c'est là où la créativité et la capacité de l'entrepreneur à résoudre des problèmes doit se révéler. Tout à fait, tout à fait. Alors, merci beaucoup Serge. En tout cas, pour ceux qui nous suivent, likez, s'il vous plaît, partagez ce live-là. Faites en sorte, en tout cas, que d'autres entrepreneurs puissent écouter un peu les conseils de Serge, qui sont vraiment des conseils très précieux. Merci en tout cas, Serge, de vulgariser un peu, en quelque sorte, ce monde un peu opaque, on va dire, du financement. Alors, on a une question ici de Evelyn Favor-Fèvre qui dit « Est-ce qu'on peut avoir des documents justificatifs pour le financement à la banque ?» Ben, moi, je vais répondre un peu. Hein, je commence à... Evelyn, en fait, ça va dépendre. Ça dépend, en fait, à quel stade tu te trouves au niveau de ton entreprise. Les documents justificatifs, il y en a, mais déjà, tu dois établir, toi, à quel stade tu te trouves. Et en fonction de ça, voir si effectivement tu peux te tourner vers la banque pour essayer d'avoir du financement. Et comme on l'a dit au départ, il n'y a pas que les banques. Il y a aussi ce que j'ai dit quand Serge était parti. Il y a aussi les business angels qui commencent ici, je pense, en Côte d'Ivoire, en tout cas en Afrique francophone. Donc voilà, bon Serge, je te laisse toujours, je te rends la parole. Non, mais bon, je pense que tu as effectivement, ce que tu as dit est réellement important. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, hein, il faut rassurer la banque. Donc, voilà, la question n'est pas spécifique. Donc, quels sont les documents qu'il faut fournir? En réalité, c'est tout ce qui peut rassurer la banque. Donc, tout ce qui montre que tu as l'expérience, tu as tous les éléments, en fait, tu as l'expérience et la capacité, la connaissance de faire ce que tu fais. Donc, que ce soit toi-même, l'entrepreneur, ou alors les membres de ton équipe. Donc, vous savez faire votre produit, votre service. Il faut prouver que tu as des clients. Donc, pas seulement dire, oui, j'ai rencontré X, Y, il a dit qu'il va acheter. Non, il faut des contrats, il faut des lettres d'intention, il faut que tu sois d'accord sur le prix. Il faut que tu démontres à la banque qu'avec le prix que tu as convenu, tu pourras dégager suffisamment de marge. Il faut que tu prouves à la banque que si, par exemple, dans le cas d'un produit, que tu as également sécurisé donc ton approvisionnement en matières premières à un prix déjà convenu, de telle sorte qu'effectivement, en vendant, on voit tout de suite la marge que tu dégages et que cette marge soit suffisante pour pouvoir repayer la banque dans les délais que vous avez convenus. Donc voilà, donc il y a énormément de choses. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut te mettre dans la tête quand tu vas avoir une banque
que la banque, elle ne te croit pas. Tout ce que tu vas dire, elle ne te croit pas. Tu as besoin de lui démontrer avec des documents que ce que tu dis est vrai. Et quelque part, c'est triste, hein, je veux dire, bon, on le vit tout le temps, donc ouais, je suis passé par là, je passe par là, et je pense que demain encore, je passerai par là. Mais à la limite, il faut se mettre aussi à la place des banques. Elles ont tellement entendu d'histoires merveilleuses, d'entrepreneurs géniaux, qui, in fine, se sont retrouvés être des catastrophes. Donc, elles ont prêté de l'argent. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est la réalité. Préparé et tout. Voilà. Il y a tellement eu d'histoires. Et in fine, les banques se retrouvent avec de l'argent qui a été prêté et qu'elles ne peuvent pas récupérer. Donc ça aussi, il faut se mettre aussi des fois à la place des autres pour essayer de les comprendre. Et je pense qu'une fois que tu comprends les appréhensions, les contraintes des autres, tu arrives à mieux présenter ton projet, à mieux le vendre. Voilà. Alors, on a Max William Kwaku qui nous demande, pendant cette période électorale, quels conseils est-ce que vous pouvez donner aux entrepreneurs qui souhaitent bénéficier d'un financement pour démarrer leur activité ou booster leur activité? Est-ce que c'est le bon moment? Non seulement il y a la période électorale, mais il y a aussi avec le Covid et tout ça. Donc, en tout cas, comme on a dit, 2020, là, c'est une année assez exceptionnelle. Est-ce que c'est le moment pour les entrepreneurs de demander un financement? Pour ceux qui peuvent, en tout cas. Ceux qui... C'est une question délicate. Moi, je suis toujours mal placé quand on me demande ça parce que c'est l'entrepreneur qui ressent son besoin. C'est-à-dire, il y a des entrepreneurs qui vont me dire, écoutez, moi, je suis dans une activité telle que... bon, déjà, peut-être il faut commencer par là. Déjà, le fait qu'il y ait l'élection en Côte d'Ivoire, il faut être réaliste, ça crée un doute, ça crée des peurs. Donc, on sent que le marché est fébrile. Donc, quand le marché est fébrile, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas de risque en règle générale. Il finance. Je dis même, c'est comme nous, hein, les individus. On va aller juste acheter le minimum vital, ce dont on a besoin, donc pour manger, voilà, juste le minimum. On ne va pas prendre plus de risques que cela. Donc, c'est ça déjà l'état d'esprit. Après, donc, ça dépend du type d'activité que vous voulez lancer. Ça dépend de, voilà. Mais, in fine, moi, je le dis toujours, c'est l'entrepreneur qui ressent la chose. Hein. Donc, la particularité de l'entrepreneur, le vrai entrepreneur, la particularité, c'est de voir et de ressentir des choses avant les autres. Donc, en règle générale, moi, je me suis retrouvé dans des positions où j'essayais de convaincre les gens que ce que je pensais ou ce que je ressentais était vrai. Et je me suis rendu compte assez rapidement que je perdais du temps parce qu'ils ne pouvaient pas ressentir ce que je ressentais. Et voilà. Ça, l'entrepreneur, c'est ça. Il a le feeling et donc il y va. Après, il faut être raisonnable. J'ai dit une chose toute bête, tu vas pas aller emprunter, par exemple, attends, laisse-moi trouver un exemple. Moi, de toute façon, honnêtement, je pense que l'élection, c'est vrai qu'il y a des peurs, mais je pense que grosso modo, ça va bien se passer. Parce que quand je regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire, même là où on a eu la plus grave crise, elle a été momentanée. Elle a été vraiment dans le temps, 6 mois, pas plus. Et je dis toujours aux banquiers, enfin même à mes amis banquiers, chaque fois que même aujourd'hui, je suis en train de travailler pour lever du financement sur des activités, et je dis toujours aux gens, écoutez, prenons le cas, allez, où ça se passe très mal. On parle de 6 mois. Donc, ça ne vient pas remettre en cause les fondamentaux de ce pays. Donc, l'opportunité, elle est toujours bonne. Dans le pire des cas, on sera incapable donc de faire face aux échéances pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, on repartira. Donc, moi, c'est ma conviction profonde. Je crois fortement en ce pays, je crois aux fondamentaux de ce pays. Donc, moi, c'est ma conviction et j'ai toujours dit. Donc ça, c'était un. Maintenant, deux, je crois que l'élément le plus effrayant pour moi, c'est la Covid. Parce qu'on on vit une époque sans précédent. On n'a jamais vu ça, on n'aurait jamais pu anticiper ça. Et même jusqu'à présent, on a toujours du mal à anticiper ce que ça sera et quelles seraient les conséquences à long terme pour l'économie. Voilà. Donc, c'est une crise qui va forcément déformer la façon dont on faisait les affaires. Donc, il y avait une façon avant la Covid, il y aurait une façon après la Covid. Ce que la Covid nous a montré, c'est que toutes les entreprises qui étaient fortement digitalisées, ou en tout cas qui reposaient sur le digital, ont pu traverser déjà, on va dire, cette première partie de crise sans encombre. Donc ça, c'est une leçon de la Covid. Donc, en tant qu'entrepreneur,
quelles sont les leçons qu'on en tire et comment est-ce qu'on prend ça en compte pour justement peut-être les questions de financement. Par exemple, si tu veux lever un financement pour dire, écoute, voilà, mon projet, c'était ça, mais je me rends compte qu'il faut rajouter une partie digitale, moi, je te dirais yes, why not? Parce que de toute façon, Covid ou pas, le digital a montré aujourd'hui que c'est réellement une de développement. Donc voilà, donc ça, c'est. Je sais que tu n'as pas une réponse spécifique à ta question, mais en réalité, elle est tellement large qu'il faut voir l'activité, il faut voir ce que tu veux faire avec l'argent. Mais voilà, mais regarde, c'est vrai que les élections et la Covid créent des moments d'incertitude. Mais je dis toujours que c'est pendant les moments d'incertitude que se révèlent les plus grosses opportunités. Donc, en tant qu'entrepreneur, est-ce que parce qu'il y a de la crise, il ne faut pas investir? Je dirais non. Comme ça, tu le ressens, tu ressens l'opportunité, tu poursuis ton opportunité. C'est tout. Merci beaucoup, Serge. Effectivement, comme tu disais, cette crise du Covid, en fait, bon, moi je le disais au début, a mis à mal pas mal d'entrepreneurs, mais il faut effectivement, c'est comme tu le dis, c'est aussi une opportunité pour certains qui s'offrent en fait à certains entrepreneurs. Et effectivement, au niveau de la digitalisation, on a vu que pas mal d'entrepreneurs en fait ont dû, pour ceux qui n'étaient pas du tout digital, ont dû penser à être digital. Pour ceux qui l'étaient déjà, ils avaient déjà un mécanisme qui était en place justement et qui leur a permis de passer à travers, comme tu dis, cette première partie de la crise. Et même juste quand on parle de digital, si je prends par exemple Entre Africa aujourd'hui, avant la crise de la Covid, nous on faisait jamais de live, on faisait tout en présentiel. Dès qu'il y a eu la crise de la Covid, on a dû se réinventer très rapidement pour ne pas laisser tomber nos entrepreneurs et pour continuer à faire justement nos coachings, nos webinaires et tout. Donc, on a dû le faire tout en ligne. Et aujourd'hui, on fait des Facebook Live et ça nous apporte beaucoup de personnes. On fait des coachings en ligne et là, on a même beaucoup plus d'entrepreneurs en fait qui suivent ces coachings-là parce que justement, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Donc, cette crise du Covid vraiment est venue nous pousser en fait à nous réinventer, à savoir un peu comment est-ce qu'on peut digitaliser la plupart de nos services pour continuer justement à répondre aux besoins des consommateurs. Donc, en tout cas, pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, pour tout entrepreneur qui nous regarde aujourd'hui, je pense que la digitalisation, c'est vraiment, et tu diras, Serge, tu me diras si j'ai raison, c'est vraiment l'avenir de demain, en fait. N'attendez plus pour essayer vraiment de voir comment est-ce que vous pouvez digitaliser vos services pour justement répondre aux besoins des consommateurs. Il faut dès maintenant que vous puissiez répondre à ces questions-là et vous adapter parce que c'est ceux qui vont réussir à s'adapter rapidement qui vont survivre à cette crise du Covid. C'est ce que je pense. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je vais juste rajouter, parce que tu l'as tellement bien dit, je vais juste rajouter que avant la crise, en fait, la digitalisation était une option, donc qui était là. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est une contrainte, c'est une obligation, il faut faire avec. Voilà. Exactement. Ok. Alors, Eblin dit, Serge, il te remercie pour ta réponse, mais il pense que c'est vraiment en Afrique que les banques ne font pas confiance aux startups. Alors, en Afrique, je vais corriger, en Afrique francophone. Okay. Parce que en Afrique anglophone, c'est totalement différent. Et ça, oui, ça, je vais même pas argumenter avec toi parce que je l'ai vécu à distance avec mes amis justement anglophones qui sont retournés chez eux, que ce soit au Nigeria ou au Ghana, où justement en réalité, les banques là-bas ont, au-delà de l'approche par le risque, ont une approche de l'opportunité. C'est-à-dire, quand ils font une analyse de dossier, ils regardent également l'opportunité que constitue le projet. Et donc, ils sont prêts à financer sur l'opportunité, ce qui n'existe pas ici, malheureusement. Mais pourquoi, et donc voilà. Pourquoi? Alors c'est culturel, peut-être. Moi, je ne sais pas. C'est culturel, je ne sais pas. Moi, je vous donne un seul exemple. D'accord. Je vous dis que j'ai une ferme de poissons au Ghana. Ça va faire, je pense, 3 ans ou 4 peut-être que je ne me suis plus rendu à ma banque, que je n'ai plus vu mon banquier. Wow. Mais tous les jours, j'interagis avec mon banquier par Internet, coup de téléphone, je peux faire des virements, des mises à disposition, je peux demander des prêts. Mais vous imaginez ça ici, c'est impossible. C'est impossible ici. Voilà. Donc moi, je vous donne ce petit exemple.
où justement mon banquier il est capable de regarder donc les flux à travers le compte et m'appeler, me dit écoute, voilà, il sent que le business est en train de croître. Est-ce que j'ai pas besoin de plus d'argent? Est-ce que je veux pas faire plus de travaux? Est-ce que voilà, on sent une implication, c'est-à-dire au-delà d'être une personne qui conserve simplement votre argent, il est un véritable partenaire. Donc, qui comprend votre activité, qui comprend les opportunités de votre activité et qui est prêt à vous accompagner. Et c'est ce qu'on voit pas ici. Voilà. Donc, c'est une question de mindset, une question d'état d'esprit, une question de culture. Clairement, clairement. Écoutez, moi, le seul banquier que j'ai connu ici, enfin les deux seuls banquiers que j'ai connus ici qui avaient cette attitude, l'un était un ancien entrepreneur, et en réalité qui est entrepreneur à succès, et qui a fait faillite uniquement parce que les banques n'ont pas voulu l'accompagner. Wow. Et dès qu'il a fait faillite, il allait bosser dans une banque en tant que directeur d'exploitation, et je vous dis qu'il nous a beaucoup aidé parce qu'il nous comprenait. Exactement. Voilà. Exactement. Et le deuxième, c'est un Américain. Donc, bon, voilà, c'est un Américain qui avait une approche de la banque totalement différente, qui moi-même, personnellement, m'a aidé sur un projet. Donc, sur ce projet, j'avais fait le tour de toutes les banques. Quand je dis toutes les banques, c'est toutes les banques de Côte d'Ivoire, sans succès. Lui, je suis parti dans son bureau en présence de l'ensemble de ses directeurs. Il m'a dit, écoute, est-ce que c'est ton truc? Alors, quand j'ai fini, ça nous a pris à peu près 30 minutes. Il m'a dit, très bien. Avant que tu sortes de la banque, l'argent sera sur le compte. Parce qu'il avait compris l'opportunité. Et moi, je le dis, c'est des gens que je cite tout le temps en exemple, il n'y en a que deux. Tous les autres, voilà. Mais ils vont faire avec, malheureusement. Non, on doit faire avec. Malheureusement, on est là, nous sommes là, on est en Côte d'Ivoire, mais on doit faire avec. Et faire avec, ça veut dire que même si on a un nom, en tant qu'entrepreneur, comme tu dis, il faut foncer, il faut continuer à croire en son projet et vraiment essayer de convaincre au maximum les banques. Même si on a un nom une fois, deux fois, trois fois, il faut continuer à y aller. C'est bien ça, non? Il faut y aller. Alors, je vais revenir un peu donc sur l'aspect des banques et tout et parler un peu de créativité. Je ne sais pas si financement et créativité, ça va ensemble. Est-ce que on peut se dire que si? Ok, bon ben génial. Comment est-ce qu'on peut essayer d'imaginer, de créer peut-être un système, je sais pas, qui est plus simple pour nos entrepreneurs, plus facile pour les accompagner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux en termes de financement qu'on n'a pas encore vu ici en Côte d'Ivoire, mais qu'on sait qu'on peut implémenter dans peut-être quelques années? Alors, c'est une question intéressante. Donc, alors, bon, déjà, je vais parler un peu des banques. Alors, tu parlais de créativité. Je pense qu'une fois qu'on a compris quelles sont les contraintes de nos banques, donc on a besoin d'être rassurés parce qu'elles elles regardent juste les risques qui sont donc contenus dans le projet. Il faut pouvoir trouver des schémas, et c'est là où la créativité intervient, des schémas où, en fait, on a ce qu'on appelle un transfert de risque. Donc, plutôt que la banque donc, regarde le risque de l'entrepreneur, il faut qu'elle arrive à regarder, il faut que l'entrepreneur arrive à transférer le risque, parce qu'il a un entrepreneur qui commence, c'est beaucoup de risques pour une banque, il faut qu'il arrive à transférer ce risque sur des institutions plus établies, plus anciennes. Et ça se fait comment? Ça se fait par des partenariats, par exemple. Moi, je suis entrepreneur, je veux faire ce projet, mais voilà, je veux aller vers ce client, mais ce client, à la limite, je peux le voir, je lui dis, écoute, moi, je veux que tu sois tu prennes peut-être 40% ou 50% de mon business, ou bien tu me donnes un contrat sur 10 ans, enfin, trouver des partenariats, de telle sorte que quand la banque regarde, l'entrepreneur soit transparent. Et tout ce qu'elle voit, c'est les entités qui, elles, sont déjà établies. Donc ça fait appel à beaucoup de créativité. Moi, je me rappelle, il y a très longtemps, j'étais allé voir justement un directeur général de banque, je proposais un projet de ce type, et j'avais fait preuve, donc je lui ai proposé un financement, enfin structurer un financement de telle sorte qu'il soit confortable. Et sa réponse était, oui, tu fais preuve là de trop de créativité. Là, il dit, Serge, non, ça, on n'a jamais vu ça ici, ça, je ne ferai pas. Mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Il faut continuer, parce que ce sont des schémas qui existent ailleurs. Donc, il faut beaucoup s'inspirer de ce qui existe ailleurs. Donc ça, c'est au niveau des banques, il faut toujours faire preuve de créativité pour essayer de les rassurer. Après, il y a, on parlait donc du capital investissement. Alors, c'est quand même
un mécanisme de financement qui est importé, comme je vous dis, des pays anglo-saxons. Et en règle générale, le capital d'investissement se fait pour ce qu'on appelle donc des tickets donc d'investissement assez lourds. En règle générale, ça va tourner autour d'1 million de dollars. En fait, ça commence à partir des millions de dollars et tout. Mais dans notre réalité en Côte d'Ivoire, 1 million de dollars, c'est énorme. On n'a pas besoin de tout ça. Je dis, quand un entrepreneur commence, c'est un tout petit montant. Donc, il faut arriver à trouver des mécanismes pour parler à ces fonds d'investissement donc, qui ont des gros tickets, de telle sorte qu'on puisse fractionner ces tickets-là et pouvoir donc les allouer vers les entrepreneurs. Donc, je sais qu'il y a déjà des initiatives dans ce sens qui ont commencé. Il faut juste les démultiplier et il faut que les entrepreneurs également parlent parce que, vous savez, nous, quand on parle, on dit oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Les gens disent oui, mais bon, le besoin, enfin, à la limite, tu es le seul à me parler à me faire part de ce besoin. Moi, je ne l'entends pas, ce besoin. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à aller vers ces fonds d'investissement. Il y en a beaucoup. En règle générale, elles sont organisées donc par secteur d'activité et par pays. Donc, certains investissent, par exemple, que sur l'agriculture en Côte d'Ivoire. Donc, il faut pouvoir, elles existent. Hein, vous cherchez sur Internet, vous allez voir, il y en a beaucoup. Il ne faut pas hésiter à leur envoyer des mails, à démarcher. Il y en a déjà en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas hésiter à aller les voir. Elles pourront vous dire non la première fois, la deuxième, la troisième, mais à un moment donné, elles vont commencer à écouter votre histoire. Et ce qu'elles peuvent faire et que je trouve louable, c'est qu'elles peuvent vous orienter vers d'autres fonds qui correspondent mieux à vos besoins. Donc c'est là aussi la créativité doit pouvoir venir. Et puis, bon, on a parlé des business angels ça c'est vraiment très récent en Côte d'Ivoire, qui sont en train de se structurer. Il faut également trouver des mécanismes. Donc ça, c'est pas forcément entre les mains des entrepreneurs seuls, mais il faut que justement les entrepreneurs poussent pour amener et l'État et les business angels à trouver des formes de partenariat. Parce que pourquoi les business angels ont prospéré dans les pays anglophones, notamment aux États-Unis? Simplement parce que l'aide qu'elles apportent est déductible de leur facture d'impôt. Donc voilà, donc c'était une manière pour l'État donc de favoriser le financement des entrepreneurs. Donc il faut pouvoir mener tous ces débats. Je sais que l'entrepreneur, en règle générale, il a besoin de 26 heures sur les 24 que compte une journée. Il faut arriver à trouver qu'avec une trentaine de minutes, 1 heure, pour également jouer ce rôle-là, parce que ça, c'est important. Tout à fait, tout à fait. Ben, tu sais, quand tu parles, par exemple, de Business Angels, est-ce que, justement, comment ça fonctionne, hein? Parce que moi, j'ai commencé à faire des recherches un peu sur, justement, les Business Angels. Et de ce que je sais, c'est que parfois, il y en a qui veulent que l'entrepreneur puisse ouvrir un peu son capital. Mais il y a des entrepreneurs qui ont peur. Tu sais, on est dans une culture, je ne sais pas si c'est francophone encore une fois, mais on est dans une culture où nos entrepreneurs ont peur de s'associer, ont peur d'ouvrir leur capital. Ils ont peur parfois quand ils viennent nous voir même de parler de leur idée devant d'autres entrepreneurs parce qu'ils ont peur qu'on vole cette idée-là. Nous, on leur dit à chaque fois, c'est pas oui, quelqu'un va peut-être voler ton idée, mais quand ton idée, elle est propre à toi, quand c'est ton empreinte, quand c'est ton ADN qui est là, elle va forcément être différente de ce que l'autre va faire. Il faut pas avoir peur de s'ouvrir, justement. Qu'est-ce que tu peux dire à ces entrepreneurs qui ont peur d'ouvrir leur capital, alors que peut-être que la solution de Business Angels, c'est peut-être la meilleure solution pour eux au moment où ils se trouvent et qui risquent de rater une opportunité, en fait? Alors, je voulais dire que c'est culturel. Les Africains ont une culture de possession. Donc, voilà, possession, on a besoin de posséder. C'est-à-dire, quand on dit c'est mon affaire, il faut que ce soit mon affaire entièrement. Il faut que je puisse faire ce que je veux. Donc, on a cette culture-là. Nos amis anglophones ont la chance d'avoir été sensibilisés à la chose entrepreneuriale beaucoup plus tôt que nous. Donc, forcément, cette volonté de possession est moins intense là-bas qu'ici. Mais déjà, ce que je veux dire, c'est que c'est très africain. Alors, moi, ce que je dis aux entrepreneurs, toujours, je préfère 1000 fois avoir 10% d'un gâteau qui vaut 1000 que d'avoir 100% d'un gâteau qui vaut 0. Qui vaut 0. C'est ça la réalité. La réalité, c'est plus simple que ça. Voilà, la réalité, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Ouais. Alors, je comprends leur peur. Et je dis moi-même, j'ai eu, quand je travaillais, plusieurs fois des idées en présentant à 2-3 personnes. Tu retrouves l'idée qui essaie. On essaie de te piquer ton idée. Enfin,
elle est copiée, elle n'est pas vraiment implémentée ou mise en œuvre comme tu l'aurais voulu, mais bon, voilà, le truc, parce qu'ils ont de l'argent, donc ils vont beaucoup plus vite que toi. Oui, ça arrive, mais dis-toi bien, et là, je t'emboîte le pas, dites-vous bien, chers amis entrepreneurs, que quand c'est ton idée, hein, personne ne pourra la faire comme toi. Exactement. De deux, si quelqu'un copie l'idée, donc a fait quelque chose de sensiblement égal et que ça fonctionne pour lui, tant mieux. Tant mieux. Peut-être que cette idée, in fine, c'était pas celle qui allait te permettre d'avoir le jackpot. Donc, prends ça comme un défi et affine. Affine, va beaucoup plus loin. Tu vois? Mais il ne faut pas hésiter à présenter les idées aux business angels. Ça, il ne faut pas hésiter parce que, de toute façon, moi, l'expérience m'a prouvé également que plus tu présentes ton idée et plus tu l'affines. Plus tu présentes, plus tu discutes, plus on a challenge, plus l'idée se consolide. Donc ça, c'était important de le dire. La deuxième chose également, c'est que quand vous allez voir des business angels, des partenaires, ben, il faut aussi, il y a une procédure hein, pour partager ces idées. On commence toujours en signant ce qu'on appelle une NDA, donc un accord de confidentialité. On commence d'abord par ça. Ensuite, quand vous présentez, il ne faut pas présenter ce qui fait la différence, ce qui est clé. Il faut arriver à présenter l'idée en elle-même et pas donner les mécanismes de succès. Pas tout de suite. Et puis, pouvoir dire, écoutez, voici l'idée, si ça vous accroche, voilà, on continue un peu plus, on avance un peu plus dans la discussion. Et puis, in fine, voilà, vous êtes capable d'accrocher. Et puis, c'est une histoire de un pas après l'autre. Il ne faut pas venir et puis ouvrir son livre en une fois. Et puis voilà, le gars, tu lui as tout donné, il part parce qu'il va avec. Non, je dis, il faut être raisonnable. Mais tout ça, c'est un exercice que les entrepreneurs doivent apprendre à développer en faisant l'effort en présentant. Parce que moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs, vous les rencontrez donc en one-on-one, la seule, ils vous expliquent leur projet, mais c'est même pas clair. C'est-à-dire, le gars, il explique, il tourne en rond, mais on sent qu'il y a quelque chose, mais il n'arrive pas à l'expliquer. Je dis toujours aux gens, moi, je suis un grand fan de cet adage, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Donc, si tu n'arrives pas à expliquer ton idée, c'est parce que tu l'as pas bien conçue. Donc, mon ami, va affiner, va bosser, regarde le truc et tout. Donc, il faut pas hésiter à aller vers les gens. Il faut pas avoir peur. Moi, en règle générale, j'ai toujours du mal à concilier donc l'esprit entrepreneurial avec la peur. Parce que qui dit entrepreneur dit audace, dit innovation. C'est pas compatible avec la peur. C'est pas compatible avec la peur. C'est pas possible. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Ceux qui ont peur, ce sont pas les entrepreneurs. Quand tu es entrepreneur, oui, même si les gars te piquent ton idée, moi je dis toujours les voitures, ça fait 2 siècles, enfin plus, un peu 3 siècles que les voitures. Mais il y a toujours des fabricants de voitures. Hein. Vous prenez Elon Musk quand il est venu avec son idée de voiture électrique, les gens lui ont bien rionné. Mais aujourd'hui, voilà, ça fonctionne. Donc, c'est pas parce que quelqu'un fait des sandwichs que si tu viens faire un sandwich à côté, tu ne gagneras pas ton pain. C'est faux. Exactement. Donc, tu auras une façon de faire ton sandwich bien particulier à toi qui fait que voilà, ça fonctionnera. Donc, il ne faut pas avoir peur. La peur n'est pas compatible avec l'état d'esprit entrepreneurial. Pas du tout. Ça, c'est un très bon mot. Peut-être pour bientôt clôturer, on est à presque 1 heure, on est à 1 heure de temps. En tout cas, ce que je veux rajouter sur ce que tu as dit, Serge, c'est que parfois aussi la compétition, c'est bon. Quand tu regardes un peu Coca-Cola et Pepsi, ils sont constamment en train d'essayer d'avoir de nouvelles parts de marché. Bon, mais là, on a perdu Serge, malheureusement, mais il va nous rejoindre. Donc, quand vous regardez, par exemple, Pepsi et Coca-Cola, ils sont constamment en train d'essayer d'avoir de nouvelles parts de marché. Ils sont constamment en train d'essayer de gagner l'un sur l'autre. C'est ça, la compétition. Et c'est pour ça que, comme Serge le disait, il ne faut pas avoir peur de la compétition. Il ne faut pas avoir peur de présenter votre idée. Il y a des personnes qui sont là, qui vont être intéressées par votre idée, mais plus particulièrement, je pense, Serge, par l'entrepreneur lui-même, par la personnalité de l'entrepreneur, par son engagement, par son sérieux. Donc, vous-même, vous faites la différence, en fait. Et c'est pour ça que quand quelqu'un va prendre, je ne vais pas utiliser le terme voler, parce que bon, voilà, mais une personne va prendre votre idée
et qui va essayer de le faire, ça ne va pas être la même chose que vous parce que c'est vous en tant que personne qui allez faire la différence sur ce projet-là. Donc, il ne faut pas avoir peur. On a Victoire Cassie qui nous demande c'est quoi la différence entre la peur et la prudence. Ça, c'est une bonne question, Serge. Alors, je pense que on a... Ah, ben, tu es là, Serge, tu nous entends. Alors, okay, super. Pour moi, la peur, c'est ce qui vous tétanise. C'est ce qui vous empêche. Oui, je suis là. Voilà. Donc, pour moi, la peur, c'est ce qui vous tétanise, c'est ce qui vous empêche de faire des choses. Donc, pour moi, la peur, je perçois toujours la peur comme des freins à ce que je veux faire. Par contre, la prudence, c'est faire ce qu'il y a à faire, mais d'une façon telle que vous êtes protégé. Donc, c'est deux choses différentes. Par exemple, quand on prend, on parlait des présentations de projets tout à l'heure, la peur va vous empêcher de présenter le projet. Mais la prudence va vous amener à présenter le projet de telle sorte que vos intérêts soient préservés. Voilà un peu la différence pour moi. Très, très simplement. Merci beaucoup, en tout cas, Serge. Effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. La peur, c'est quelque chose qui te paralyse, en fait, qui te bloque et qui fait que tu n'avances pas. Alors que la prudence, effectivement, mais je pense que tu vas un peu mieux cerner ta présentation. Tu vas t'assurer vraiment de donner les éléments essentiels seulement. Donc, voilà. Donc, Victoire, j'espère qu'on a pu répondre à ta question. Serge, on tire vers la fin. Donc, 3 conseils que tu as à donner à nos entrepreneurs concernant le financement et concernant même, je pense, la vie d'entrepreneur et tout. Toi-même, comme tu es un entrepreneur aguerri qui va s'aguerrir avec les années encore plus, de par ton expérience, de par toutes ces années en tant qu'entrepreneur, de par tes 2 casquettes à la banque et en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu peux dire à nos entrepreneurs? Alors, moi, déjà, la première chose que je voudrais dire, qui est un conseil d'ordre, j'allais dire général, hein, donc, et pour l'entrepreneur, c'est de faire preuve d'humilité. Vous savez, l'humilité, c'est ce qui vous permet de vous rendre compte que vous êtes trompé. Parce que. Ah, ben mince, on a perdu Serge. Donc, j'espère en tout cas qu'on va le retrouver sous peu. Je pense qu'il va essayer de se reconnecter. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent, on tire vers la fin de ce Facebook Live qui est vraiment intéressant. On parlait justement de financement. Je sais qu'on a pas mal d'entrepreneurs ici, des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Je vois qu'il y a Marine, Tania Ando qui est là. Coucou Marine. Il y a aussi Edith Nda, Nubienda qui nous regarde aussi. Bonjour, bonjour. Alors voilà, on parlait d'entrepreneuriat, on parlait de financement plus particulièrement. Et donc, je reviens un peu sur quelques points qu'on a dit le temps que Serge se reconnecte. Il y a différents types de financement. Donc, vous pourrez donc regarder ce live-là à nouveau pour voir au début les différents types de financement que Serge a énoncés. Et ces types de financement-là sont accessibles pour vous, dépendamment en fait du niveau dans lequel vous vous trouvez au niveau de votre entreprise. Alors, il y a Serge qui nous a rejoint. Serge? Ouais, voilà. Alors, j'ai parlé de l'humilité. Deuxième chose dont je voulais parler, c'est que moi, je ne crois pas à la motivation première de l'entrepreneuriat, c'est d'être la volonté de partager un projet, donc un véritable projet. Donc, plutôt que juste gagner de l'argent, parce que je ne crois pas que la motivation pécuniaire est suffisante pour faire face aux difficultés de l'entrepreneuriat, parce que c'est pas un chemin facile, hein. C'est un chemin excitant, mais pas facile. Et donc, il faut avoir un véritable projet par derrière, donc l'envie de faire une différence. Je crois que c'est donc ça pour moi, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est la persévérance. Je pense que je l'ai dit plusieurs fois au cours de cet entretien, c'est la persévérance. Il faut jamais s'avouer battu.
faut jamais croire que c'est impossible. Non, voilà. Si vous ressentez la chose, allez-y. Par contre, et je l'ai dit, c'est peut-être un peu tendancieux, faites preuve d'humilité. Si à un moment donné, vous sentez que ça coince, il faut être capable de se remettre en cause et dire qu'en fait, la direction est bonne parce que je le ressens, mais c'est peut-être juste les moyens que j'utilise ne sont pas forcément les meilleurs. Voilà un peu les trois conseils, si je devrais donner à l'entrepreneur, ce serait ça. Donc, l'humilité, il faut avoir un véritable projet, et puis il faut faire preuve de ténacité. Voilà. Super, merci infiniment Serge. Merci à vous tous en tout cas qui avez participé à ce Facebook Live là. Ce que je retiens de ce Facebook Live, Serge, c'est que il faut pas abandonner, comme tu l'as dit. Au niveau du financement, il faut peut-être aussi pour certains entrepreneurs, il faut faire vos devoirs. Il faut vous renseigner sur les différents types de financement qui existent. Vous devez être en mesure peut-être de savoir si vous allez au niveau des banques, de quoi les banques ont besoin et tout. C'est à vous, je pense, c'est à vous d'aller chercher l'information. C'est à vous d'aller demander de l'aide. Ne restez pas là à juste écouter, prendre des informations comme ça là et ne pas faire vos propres recherches. Comme on a dit, chacun de nous en fait est en charge de son destin. Donc, en ce qui concerne le financement aussi, je pense que c'est à peu près la même chose. Donc, vous devez faire l'effort aussi d'aller vous renseigner. Un Facebook Live comme celui-ci, je pense que ça a beaucoup de valeur. Serge, tu nous as donné vraiment beaucoup d'informations qu'on ne retrouve pas forcément partout, qui est peut-être difficile à avoir. Et en tout cas, on espère que tu reviendras nous partager encore ton expérience parce que c'était vraiment c'était très inspirant. Donc, merci beaucoup. Et à vous qui nous regardez, je rappelle juste que Entre Africa, c'est une communauté d'entrepreneurs qui a pour objectif justement de rassembler des entrepreneurs africains à fort impact social et économique. Et donc, notre objectif sur le long terme, c'est de pouvoir avoir 5000 entrepreneurs sur 10 ans, des entrepreneurs africains, et de pouvoir devenir une force qui allons justement essayer de faire bouger un peu nos économies locales. Donc, voilà. Alors, merci à tous. Likez nos pages. Serge, 2 questions à te poser avant que tu partes. Si tu peux nous partager une citation qui t'inspire au jour le jour. Et la deuxième chose, s'il y a des personnes qui veulent rentrer en contact avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? On attend parce qu'il y a un petit décalage. Alors, une citation, elle est de moi en fait. Hein. Ouais, c'est un peu mégalo, mais bon. Alors, j'ai tendance à dire que le succès et l'effort sont 2 faces d'une même pièce. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de succès sans effort. Il n'y a pas d'effort dans la longue durée qui n'aboutit au succès. Donc, pour moi, c'est un leitmotiv que j'ai eu très tôt. Je pense que je dois être au sien et qui m'a guidé jusqu'à présent. Donc, voilà. Et alors, si vous voulez me contacter, donc je pense que le plus efficace, c'est par mail. Alors, mon adresse email, c'est samissa, donc SAMI2SAH, @gmail.com. Voilà. @gmail.com. OK. Parfait. On va donc le partager. Super. Et sur Facebook aussi. Hein. Et sur Facebook, on peut te retrouver aussi. D'accord, super. Merci beaucoup Serge. Merci à tous d'avoir été présents, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager encore une fois ce like. Et on vous donne rendez-vous très bientôt, en tout cas pour un autre Facebook Live de Entre Africa. Ciao, ciao tout le monde. Bye. Merci Serge. Bye bye. Merci. Au revoir.